Bonjour. Voilà, donc après le point méthodologique que j'engage ceux qui prennent simplement cette deuxième partie à visionner, on va faire la revue de presse du Courrier international, l'avis d'après, numéro 1538 du 23 au 29 avril 2020, intitulé l'avis d'après, dans quel état allons-nous sortir du confinement, quels effets sur notre corps, notre psychisme, notre relation aux autres. Pour la presse étrangère, nous entrons dans l'ère du sans contact. Voilà. Emblématique de la carte bleue sans contact. Alors pourquoi je passe par le Courrier international? C'est que le Courrier international, outre le fait qu'il permet d'élargir la vision, comme j'ai dit dans la première partie, ça permet aussi de voir ce à quoi nous préparent les personnes les plus autorisées à parler, soi-disant les plus intelligentes, les plus cool, les plus branchées, hein, mais également celles qui ont échoué à faire un monde durable, raisonnable, et finalement ceux qui, la plupart du temps, n'ont rien vu venir en fait de ce qui se présente aujourd'hui. En revanche, c'est tout à fait intéressant hein, pour voir eh bien, ce qui est en cours. Et ces personnes-là, évidemment, continuent à en parler, à commenter, sans s'engager, à parler comme ça, toujours à demi-mot, en restant dans le prudent, dans la novlangue, en ayant soin de garder leur place ou de ne pas être pris pour un fasciste, ou pour un communiste, ou pour un populiste, ou pour un complotiste, ou pour un naïf simplement, avec derrière toujours cette idée non dite de darwinisme social, mais toujours quand même aussi la compassion qu'on doit avoir pour les populations, parce que c'est un peu dégueulasse le darwinisme social, dans la mesure où on n'est pas complètement des animaux, mais on voudrait quand même nous faire entrer que nous sommes des animaux, hein, puisque nous sommes un paquet de molécules. Et du coup, voilà, c'est de plus en plus compliqué pour eux de négocier leurs paroles pour un certain nombre de journalistes qui veulent garder leur place. Hein. Donc il faut savoir lire un petit peu entre les lignes et voir de quoi la parole qu'ils prononcent aujourd'hui, avec les mots autorisés, de quoi tout ça c'est la métamorphose, c'est-à-dire de combien d'idéologies, de combien de politiquement correct, de combien de changements de lignes, de combien de choses un petit peu souterraines envoyées comme ça depuis les think tanks ou les grandes universités, ce discours est le résultat. Voilà, ce qui fait qu'il est parfois incompréhensible, ou tout à fait clair pour ceux qui savent décrypter, mais quelque part inattaquable sur la forme parce que les choses ne sont jamais dites dans leur violence, dans leur manipulation, provoquant un sentiment d'impuissance dans la population, éventuellement de violence retournée contre soi ou contre les autres. Et justement, l'importance et le rôle d'un véritable intellectuel, ça doit être de ne pas épouser ce discours de politiquement correct par dignité personnelle, par respect de sa qualité d'humain, si tant est qu'on a compris ce dont était fait l'humain, et là aussi c'est objet d'expérience et de culture, par respect des populations, de la démocratie qui fait que, eh bien, on peut avoir cette place d'intellectuel qui se prononce, hein, pour ce que Camus appelait le double serment qu'un intellectuel doit avoir toujours envers la beauté et les opprimés. Alors, le premier article s'intitule l'avis d'après. Bon, c'est l'ouverture avec un article du New York Times, et ça commence comme ça. Dans quel état sortirons-nous du confinement ? Quelle trace laissera-t-il sur notre psychisme, sur nos propres corps et sur le corps social ? Éviter les autres dans la rue, craindre de les toucher, porter un masque, se méfier des portes ou de la foule, faire son deuil. C'est toute notre vie intime et sociale que nous allons devoir réinventer. Dans ce dossier, nous avons sélectionné une série d'articles de la presse étrangère
qui imagine l'après à partir de ce que nous vivons aujourd'hui. Même si évidemment c'est une situation de crise et que c'est exceptionnel et que c'est dû à un pic, voilà. Mais pourtant, il faut imaginer l'après par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc vous voyez cette manipulation de la pensée avec une humanité en état de choc, stratégie du choc, et projeter le futur par rapport évidemment à un présent, mais qui n'est pas un présent habitable, vivable, donc on n'a pas à imaginer le futur par rapport à ça. Dans certains pays, à commencer par la Chine, mais aussi en Europe, on déconfine entre guillemets déjà. Que peut-on en apprendre? Reportage à Wuhan, où tout a commencé, près de Copenhague, au Danemark, et à Vienne, en Autriche. Alors, le premier article s'intitule, pardon, c'était pas le titre, la vie d'après, il s'intitule « Une nouvelle chorégraphie urbaine ». Distanciation sociale oblige, la pandémie a produit une façon très réglée de se mouvoir et presque de danser dans la rue, s'émerveille auprès du New York Times, cette spécialiste de la danse. Donc, Jia Kourlas, publié le 31 mars, New York Times, New York, hein, je me suis rendu là-bas. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je présentais mon bouquin « La porte étroite et le grand véhicule », sur la naissance simultanée du christianisme et du grand véhicule bouddhique sur la route de la soie au point sec après Jésus-Christ, c'est une enquête qui, dans le sens d'Hérodote, hein, une histoire, une enquête historique qui réécrit totalement 2000 ans d'histoire des religions entre Orient et Occident. Je me rends au New York Times, et là il y avait deux personnes donc, dans la loge, et la personne qui m'a reçu, c'est une personne qui avait été placée là, ça se voyait tout de suite, par rapport malheureusement à son handicap, et qui n'avait absolument rien à foutre de ma présence ici, avec le dossier que j'étais venu remettre à un directeur d'un des plus grands journaux du monde. Il ne voulait même pas m'écouter, tout ça. Il a tourné la tête, il s'est assis, il a pris son gros croissant French style aux amandes, il y avait son café, il a regardé ça, il a écarté les yeux, il a mordu dedans. Et puis à côté, il y avait son collègue, un black, qui l'a regardé affligé, qui m'a tendu une enveloppe et qui m'a dit, voilà, tu vas la mettre dans le post-room, c'est dehors, etc. Voilà. Donc c'est pour expliquer comment on gère aussi les personnes qui viennent apporter des choses, une fois qu'elles ont franchi certaines étapes dans les grands journaux. Je ne vous parlerai pas du Monde à Paris, voilà, c'est à peu près pareil. Et donc on a cette spécialiste de la danse qui joue avec les mots comme ça, une nouvelle chorégraphie urbaine, voilà. On danse avec les mots, on danse avec les concepts, parce que la plupart du temps, les personnes qui écrivent elles-mêmes ne sont pas victimes de la situation, donc ne se rendent pas compte de la violence que c'est, de l'avenir que ça prépare, c'est complètement hors sol. Hein. Voilà, proprio-perception, néologisme, voilà. Et donc on s'amuse, on fait des glosses, on fait de l'art contemporain, on fait du discours sur tout ça, etc. On se distancie, mais pendant ce temps-là, eh bien, le système avance, hein, la dictature avance, les droits de l'homme régressent, la terre est détruite. Voilà. Alors, le deuxième article, c'est un article du Los Angeles Review of Books qui s'intitule « Le corps social est mis à mal » de Stephen Chapin, qui est historien et sociologue des sciences à l'université Harvard. Alors, Harvard, je m'y suis rendu aussi, toujours dans son voyage sur la côte est des États-Unis, en 2018, au printemps 2018, en mai 2018, j'ai pu constater à quel point l'entente était bonne entre la Chine et les États-Unis, en voyant toutes ces petites Chinoises se faire photographier avec leurs diplômes, leurs blouses, etc. Et puis après aller devant le Washington Museum, le Washington Monument, se faire photographier comme ça en chemise de nuit, vous savez, avec leurs petites jambes bien lisses, quoi, voilà, avec leur grand sourire, toutes les mêmes, comme des clones. Et donc, Harvard, ça fait partie de ces endroits où on réécrit l'histoire. Au cours d'un voyage en Angleterre,
un Français rentre dans le bus à un certain moment, on passe la frontière ensemble, il me parle de sa copine en fait, qui bosse à Cambridge. Il me dit, ben en fait, elle réécrit l'histoire. Elle réécrit l'histoire pour le politiquement correct, pour laver le cerveau des populations. Ensuite, ça passera sur Arte, dans les grands journaux, etc. Ça donnera des concepts, ça passera dans les fondations, ça passera à Sciences Po, ça passera à Normal Sup, ça passera à l'ENA. Et cette réécriture de l'histoire, elle se fait dans les grandes universités pour reprogrammer la population et faire ces concepts complètement imperméables, étanches, dans des labyrinthes mentaux dont on ne sait pas ce que ça veut dire, sauf pour ceux qui sont passés par là et qui savent bien ce qui se passe derrière, même si parfois finalement ils ne le savent pas tout à fait, parce que comme dans un système totalitaire, comme dans une banque, eh bien dans des grands journaux, souvent les journalistes ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, dans les banques qui les financent, dans les industries qui les financent, chez les marchands d'armes qui les financent, dans les conflits, etc. Voilà. Et voilà comment conclut donc son article Stephen Chapin. Hein. Le Covid est-il politique à cet égard? Bon. Pour certains, cette leçon nous dit qu'une épidémie de ce type appelle une réponse autoritaire. Le Covid est vu comme une maladie politique qui appelle une restriction drastique des libertés du citoyen. Nos réactions politiques au Covid sont l'occasion d'une autre expérience sociale à grande échelle, la peur étant que le Covid ne serve de prétexte à une dérive autoritaire. Voilà, la peur que ne serve de... etc. Et ensuite, eh bien, il y a un déluge de questions, évidemment sans réponse de la part de ce grand intellectuel, hein, historien et sociologue des sciences, donc théoriquement le dur, le réel, il connaît, donc il devrait pouvoir un petit peu se positionner. Des questions sans réponse qui permettent de dire, voilà, on s'est posé la question, hein, on s'est interrogé, on a interpellé, mais finalement, on n'a pas pris de position. Et voilà, les grandes questions que pose l'épidémie sont les suivantes. Sommes-nous capables de reconnaître la fiabilité des informations scientifiques et d'agir en conséquence, de réparer une partie des dégâts causés par l'austérité et le creusement des inégalités? Nous soucions-nous réellement les uns des autres? Sommes-nous capables de gérer la crise sans basculer dans une dérive autoritaire? Sommes-nous capables d'inventer une société dans laquelle nous resterions en contact, mais sans nous toucher? Plutôt que de céder à la nostalgie, voilà, hein, donc réécrire l'histoire, céder à la nostalgie, et de reconstruire le monde d'avant, qui était forcément mauvais. Non, alors que ce qui nous a amené à cette catastrophe, c'est ceux justement qui ont voulu détruire le monde d'avant progressivement. Hein, je rappelle la catastrophe sanitaire quand même, hein, de santé, le bazardage du système de santé, l'absence de compétences dans les journaux, dans les politiques, etc. Hein, en France, c'est l'archétype avec En Marche, hein, qui est tout sauf un parti formé de gens compétents. Si nous devons rester dans le même bateau, alors, il y a la question, même si nous devons rester dans le même bateau, ça fait presque un petit peu arche d'alliance, hein, peut-être inconsciemment, en tout cas un psychanalyste aurait des choses à dire, hein, si nous devons rester sur le même bateau, peut-être qu'il y aura Noé, un petit peu comme dans le film, c'était quoi, le jour d'après, ou 2012, je ne me rappelle pas, où on voit qu'il y a une arche avec l'élite du monde qui survit, qui s'échappe, etc., puis qui dit on recommencera plus jamais comme avant. Hein. Bon. Et donc si nous devons rester dans le même bateau, il va peut-être nous falloir le construire ensemble. Voilà, donc beaucoup de questions, aucune piste. Eh bien mon gars, pour construire quelque chose avec quelqu'un, il vaut mieux déjà avoir un petit peu des bases. Hein. Et, ou alors citer des gens avec qui on peut le construire plutôt que de mettre ce déluge de questions qui ne fait pas avancer les choses et qui laisse par contre avancer les autres. On continue avec un article de Quartz, un journal new-yorkais, là aussi, hein, qui dit « L'isolement prolongé a des conséquences sur notre psychisme. Il peut provoquer un syndrome de stress post-traumatique et une dépression dont il faut essayer de se prémunir », écrit cette journaliste. Voilà, donc c'est
Olivia Goldhill, publié le 15 mars, effectivement. Elle fait remarquer que ça amène beaucoup de divisions à cause du manque de parole claire de la part des scientifiques, hein, à qui on veut toujours donner le dernier mot, sauf qu'il faut prendre les bons, il faut qu'il y ait débat et construire ensemble. Et elle cite une habitante de Venise: tout le monde juge tout le monde, persuadé d'avoir raison de ne jamais sortir ou de continuer à le faire. Ben, bien sûr, puisque on n'a pas protégé les personnes qu'il fallait. Donc finalement, ça crée des divisions, des jugements, de la division sociale et une perte de confiance. L'article suivant s'intitule « Réinventer ensemble le deuil ». C'est un article de Eddie S. Claude, qui dirige la chaire d'études africaines-américaines à l'université de Princeton. Donc on continue dans les majors, hein, les big ones, les grandes universités américaines qui fabriquent l'opinion internationale parce qu'elles sont financées par des groupes extrêmement riches. Hein, il y a Rockefeller, entre autres, à Chicago, hein, et puis d'autres ailleurs. Et du coup, à partir de là, ces personnes qui payent les chercheurs vont aussi en payer ailleurs et vont faire l'opinion dans toutes les universités du monde. Puisqu'ils tiennent aussi les journaux et qui sont capables de discréditer la parole de tel ou tel intellectuel qui pourtant dira la vérité. Voilà, ces endroits où on réécrit l'histoire. Alors tout à l'heure j'ai oublié de dire que ça, évidemment, vous l'avez dans 1984 de Orwell, hein, où le fonctionnaire Winston est quelqu'un qui est chargé par le parti de réécrire l'histoire en faisant disparaître les preuves et en apportant d'autres informations. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, aussi bien en URSS qu'aux États-Unis qu'en Europe, depuis très longtemps. Et donc le chapeau de son article, réinventer ensemble le deuil. Aux États-Unis, comme dans de nombreux autres pays, la pandémie bouleverse les rites funéraires, effectivement, parce qu'on empêche les gens d'enterrer leurs morts. Quand la mort frappe si massivement, elle n'est pas réductible à l'intime, souligne cet universitaire américain qui plaide pour un travail de deuil collectif. Ce travail de deuil collectif, évidemment, il est à double tranchant, puisque d'un côté, il y a le risque de noyer une parole individuelle, originale, forte, instinctive, de bon sens, hein, dans une parole collective où elle se dissoudra dans un consensus. Si c'est en revanche un travail de deuil collectif qui est porté par des paroles fortes et vraies et pas récupérées, effectivement c'est bon parce que ça donne la possibilité d'être nombreux à porter une parole importante. Quand même, ce passage que je ne résiste pas au plaisir, mais à l'insister de vous dire, face à tant de morts, comme l'écrit C.S. Lewis, je ne sais pas qui c'est, hein, l'acte de vivre est bouleversé de fond en comble, alors que c'est faux, il n'y a pas plus de morts que dans une grippe normale, et ça au niveau du monde. Donc comment ce gars-là, Eddie S. Glaude, ou Cloud, je ne sais pas, qui dirige la chaire d'études africaines-américaines à l'université de Princeton, est capable d'écrire comme ça. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Begin Again, James Baldwin's America and its Urgent Lessons for Our Own, recommencer à nouveau de l'Amérique à de James Baldwin à la nôtre. Voilà. Eddie S. Glaude, parfois publié le 6 avril, j'avais mis un coup de stylo sur le G. On continue avec les grandes autorités intellectuelles, mais aussi financières. Hein. Il y a pas mal d'articles tirés de journaux financiers, ou écrits par des financiers, ou par des gens financés par les financiers dans les grandes universités, hein, qui expliquent leur prudence intellectuelle, hein, parce que la vérité, c'est pas bon pour la finance, hein, et ça nuit fortement aux affaires, hein, quand il y a un scandale qui sort, en tout cas pour les affaires de certains. Et donc l'article suivant, c'est Lettres aux jeunes générations, tiré de La Nation
de Buenos Aires, écrite par Claudio Zukovicki, publiée le 5 avril. L'auteur est le directeur chargé du développement du marché des capitaux de la Bourse du commerce de Buenos Aires, administrateur de BIMA, BYMA, Bourse et Marché Argentin, et secrétaire général de la Fédération ibéro-américaine des bourses de commerce. Il enseigne également dans plusieurs établissements supérieurs argentins. Il anime régulièrement des programmes sur la finance à la télévision argentine. Et donc là, en fait, il va s'exprimer sur l'humanité. Alors, on sait que dans les courbes financières à Wall Street, à la City, à Tokyo, à Paris, évidemment, la finance, c'est là qu'il y a le plus d'humanité, le plus de préoccupation de la faim des gens, de leur santé, de leur transport, évidemment, puisque c'est là qu'on brade tout ça pour gagner de l'argent avec. Bon, bien évidemment, on peut se poser la question sur sa parole, même s'il aime ses enfants ou ses petits-enfants. Voilà, mais sur la préoccupation des autres populations. Et donc il commence comme ça, on attribue cette jolie formule à Clint Eastwood. On nous invite à laisser une planète meilleure pour nos enfants. Au contraire, nous devons laisser à notre planète des enfants mieux éduqués. Voilà, donc Clint Eastwood n'est pas d'accord pour laisser une planète meilleure, mais laisser une planète à des enfants mieux éduqués. Par contre, c'est pas sûr qu'on aille vers l'écologie, ni vers l'apaisement des conflits. Quand on voit les derniers films de Clint Eastwood, voilà, contrairement au premier qu'il faisait, qui était beaucoup plus intelligent, en particulier quand il mettait en scène, alors je ne pourrais plus vous citer le titre, mais la rencontre d'un hors-la-loi, d'un desperado, d'un hors-circuit américain, Clint Eastwood, avec les Indiens. Alors, Claudio Zukovicki nous dit ceci. Après l'explosion de la bulle Internet en 2000, sont nés Google, Facebook, Instagram, Spotify, Zoom, Microsoft Teams, ces grandes entreprises et applications qui nous aident aujourd'hui à supporter le confinement. Donc, merci. La même chose va se produire, sauf que il pourrait citer Amazon aussi, qui a détruit tout le milieu du livre dans le monde entier, Google qui espionne tout le monde, Facebook qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et qui fait fortement aussi baisser le niveau intellectuel de beaucoup. Spotify, je me rappelle, je ne sais même plus ce que c'est. Instagram, c'est les photos, voilà, Microsoft Teams. Tous ces gens-là qui, finalement, d'abord ont détruit des économies entières et qu'aujourd'hui nous aident à surmonter le confinement et qui, demain, évidemment, nous montreront la voie. Donc, vous voyez comment ce complexe de Stockholm, des gens qui vous ruinent, qui détruisent vos proches, qui vous font perdre ce que vous avez, qui mettent des gouvernements à leur solde comme ça dans les pays du monde, et qu'ensuite il faut remercier parce qu'ils nous aident à supporter le confinement. La même chose va se produire, donc il s'en réjouit évidemment, puisque c'est un spécialiste et un profiteur de la bourse. De nouvelles entreprises dans le domaine de l'alimentation, des voyages, des loisirs, des technologies, de la logistique, des systèmes de paiement vont voir le jour et créer des milliers de nouveaux emplois. Préparons-nous à sauter sur ces occasions. Le chômage va augmenter, mais il y aura aussi plus de travail. Évidemment, puisque le travail, on le perdra très vite, et ça va aller toujours plus dans l'intérêt de quelques-uns. Préparons-nous à vivre sans patron, mais aussi sans salaire et sans couverture sociale. Voilà, super, on va prendre des risques. Par contre, eux, en haut, ils vont toujours avoir tout ça. Préparons-nous à ce que saute le verrou culturel de la paye à la fin du mois. Il va falloir apprendre à prendre des risques, impossible de les éviter, on prend des risques quand on fait quelque chose, mais aussi quand on ne fait rien. Ne rien vouloir changer, c'est aussi prendre des risques. Être digne de confiance va être la meilleure carte de visite, c'est-à-dire vendez-vous à 100%, être prêt, soyez prêt à faire tout ce qu'on vous demande,
avec le sourire, tuez-vous à la tâche pour des gens qui vous exploitent, qui vous trompent et qui vous méprisent. C'est la meilleure valeur que nous puissions transmettre à nos enfants, et c'est pourquoi je veux terminer par un exemple de Warren Buffett. Voilà, donc c'est totalement monstrueux, hein, ce qui prétend transmettre à ses enfants, ce monsieur Claudio Zuchowski. Pour conclure,